Le Merapi est effectivement l'un des volcans les plus actifs au monde et celui qui présente le plus de risques. On compte plus de 700 000 habitants dans la zone d'influence du Merapi. Ce n'est plus une menace potentielle, c'est un risque avéré. On évacue au niveau d'alerte 4. Danger. Le Merapi est connu pour ses coulées pyroclastiques, ses nuées ardentes d'avalanche. Le Merapi est le volcan le plus actif d'Indonésie. Et son réveil est toujours brutal. Des nuées ardentes dévalent ses flancs sans bruit, mais avec des conséquences dévastatrices. Le mélange de gaz et de débris de lave pulvérisés peut atteindre une température de 800 degrés. En 2010, ces coulées pyroclastiques ravagent plusieurs villages jusque-là épargnés. C'est le signe d'un changement de trajectoire des éruptions. La grande ville de Yogyakarta se retrouve soudain menacée. Pendant plus de 6 semaines, des éboulements incandescents s'abattent dans les vallées entourant le volcan et parcourent jusqu'à 17 km. Plusieurs centaines de milliers d'habitants sont évacués. Mais cette seule éruption fait plus de 350 victimes. Le Merapi, ou montagne de feu en indonésien, est l'un des 10 volcans les plus dangereux au monde. Il s'achemine peut-être vers une gigantesque éruption explosive qui pourrait obscurcir l'atmosphère et produire des effets à l'échelle planétaire. Situé à 25 km au sud du Merapi, Yogyakarta est désormais dans l'axe des éruptions. Par le passé, la plupart de celles-ci se sont produites vers l'ouest et touchaient des zones désertées depuis longtemps par les habitants. Comment évaluer les risques désormais avec un volcan aussi imprévisible? L'île de Java, peuplée de 140 millions d'habitants, se trouve sur l'arc volcanique de la Sonde, la zone du globe à l'activité volcanique la plus intense. Cette forte densité de volcans résulte de la subduction de la plaque indo-australienne sous la plaque pacifique, à raison de quelques centimètres par an tout au plus, mais avec des effets très impressionnants. L'Indonésie est connue pour être le théâtre d'éruptions colossales, comme celle du Toba il y a près de 75 000 ans, qui a peut-être bien failli provoquer l'extinction de l'humanité. Les satellites radars, tels que celui de la mission Tandem-X, permettent de visualiser depuis l'espace les déformations qui témoignent de modifications tectoniques préoccupantes. Ces données sont notamment analysées au Centre de recherche allemand en géosciences à Potsdam. Ici, on s'emploie depuis plus de 20 ans à percer le mystère du dangereux volcan. Récemment, des images satellites ont permis de détecter une fissure de 250 mètres de long qui traverse le cratère. Elle s'est formée dans le bouchon de lave obturant la cheminée du volcan, à la suite d'une soudaine explosion. Son orientation correspond à celle d'une ancienne faille qui pourrait connaître un regain d'activité. Cela aurait de lourdes conséquences pour le volcanisme du centre de Java et pourrait expliquer le changement de trajectoire des éruptions du Merapi. Pour en savoir plus, les chercheurs organisent une expédition au bord du cratère.
Si on part trop tard le matin, on ne pourra pas identifier les parties les plus actives du cratère. Pour les mesures infrarouges, je préférerais travailler de nuit. Je propose qu'on procède comme ça. Regardez la carte. On pourrait s'arrêter pour la nuit, quelque part, ici, en cours de route. Comme ça, au matin, on n'aura plus qu'à prendre ce chemin pour aller étudier l'intérieur du cratère. Le Merbabou est le jumeau du Merapi. Bien qu'il soit en sommeil depuis 300 ans, des scientifiques y ont aussi enregistré des activités sismiques il y a quelque temps. Il faut dire que la région est un chapelet de volcans, reliés les uns aux autres en profondeur. De tous, le Merapi est le plus actif, avec des éruptions espacées de 7 ans tout au plus. La plupart du temps, celles-ci sont annoncées par la croissance du dôme de lave du volcan. Il s'agit d'un bouchon de lave visqueuse, figé en surface, que la pression pousse vers l'extérieur par la cheminée du cratère. Cette masse peut déborder sur les flancs du volcan jusqu'à former un dôme qui finira par se désagréger. Ces prises de vue en accéléré d'un volcan du même type, le mont St. Helens aux États-Unis, montrent qu'après une phase de croissance, le dôme s'effondre toujours. Ce phénomène s'accompagne souvent de nuées ardentes. Il en va de même pour le Merapi. En règle générale, une recrudescence d'activité sismique annonce les éruptions de grande envergure quelques jours à l'avance. Voilà pourquoi l'Observatoire volcanologique central de Yogyakarta, créé par les services géologiques indonésiens, est relié à une multitude de stations sismiques tout autour du Merapi. Elles enregistrent 24 heures sur 24 les moindres frémissements annonciateurs d'une éruption. La plus importante de nos missions est de déterminer à quel moment la population doit être évacuée. Pour ce faire, nous disposons d'un système de 4 paliers d'alerte. Un niveau normal, puis les échelons vigilance renforcée, alerte et danger. Nous faisons appel à différentes méthodes d'observation. Puis nous analysons les résultats dans nos locaux. Ensuite, nous transmettons nos conclusions aux autorités locales. Pour Thomas Walter, du Centre de recherche en géosciences de Potsdam, cet observatoire est un pourvoyeur d'informations indispensables sur les activités sismiques et les éventuelles déformations de la montagne. De quoi cerner au mieux l'état actuel du Merapi. Nous poursuivons plusieurs objectifs. Tout d'abord, d'un point de vue géologique, il s'agit de mieux comprendre les changements survenus sur le Merapi. Car au cours des 3 ou 4 dernières années, l'apparence du volcan a radicalement changé. On sait par exemple que certaines éruptions récentes ont été provoquées par des séismes tectoniques. Il serait donc crucial de savoir si l'activité du volcan est contrôlée par une nouvelle zone tectonique, peut-être réactivée, ou peut-être même par une zone de faiblesse. Ça, c'est pour l'aspect géologique. Mais il y a aussi un volet technique. Nous avons mis au point de nouveaux outils que nous voulons tester ici. Il s'agit notamment de technologies élaborées en Allemagne que nous allons mettre à l'épreuve pour la première fois. De cette façon, nous vérifierons si nos méthodes sont applicables à l'étude de volcans en activité. Le lendemain, départ à 4h30 du matin pour la première partie de l'expédition. L'équipe veut rallier un poste d'observation situé dans le périmètre dangereux qui borde le Merapi côté sud-ouest. Elle va traverser des villages déclarés zone à haut risque depuis la dernière catastrophe.
C'est par ici que passe l'unique voie d'évacuation vers la vallée. À 4 km environ du cratère, la route s'interrompt. Au-delà, l'accès est réglementé. Les chercheurs veulent mesurer l'ouverture béante qui s'est formée dans le flanc sud du volcan. Mais pas question de s'approcher de près. L'ascension du versant sud serait trop dangereuse. Les scientifiques veulent surtout savoir si la fissure a réellement modifié l'activité habituelle du volcan. Au cours des derniers mois, 4 explosions massives se sont produites sans aucun signe avant-coureur. Un phénomène encore jamais observé sur la montagne de feu, qui semble par ailleurs réagir depuis peu aux changements météorologiques. Ces explosions se sont produites à la suite de fortes précipitations. Nous pensons qu'il s'agit d'éruptions dites phréatiques. La remontée de magma brûlant réchauffe les eaux d'infiltration et les transforme en vapeur, ce qui se traduit par une augmentation de volume. Faute de place, une explosion de vapeur d'eau se produit. Pour le Merapi, c'est tout à fait nouveau. Pendant les pics d'activité du volcan, ce sont les employés des services de volcanologie qui occupent le poste d'observation. Mais pour l'heure, les chercheurs de Potsdam l'utilisent comme station de mesure. Au moyen d'un scanner 3D, ils veulent établir un relevé topographique précis de la faille et du dôme du volcan. En architecture et dans le bâtiment, les appareils de ce type servaient jusqu'à présent à évaluer les dommages sur certaines constructions. Scanner un volcan. Voilà une application inédite. L'équipe espère pouvoir visualiser les fractures et les glissements survenus dans la structure du Merapi. Avec ce scanner, nous voulons établir un modèle numérique de terrain aussi précis que possible. L'objectif est de mesurer la profondeur de cette faille, notamment pour évaluer à quelle profondeur l'eau de pluie peut s'y infiltrer et où se produit l'interaction entre l'eau et le magma ancien. Ces observations seront associées à des mesures infrarouges qui vont nous renseigner sur la température qui règne dans la fissure. On aura une vue directe sur cette ouverture et plus tard, on l'observera aussi depuis le sommet. Tout cela va nous permettre de mieux cerner les phénomènes qui surviennent ici. Les aléas du temps et les épais nuages les obligent à interrompre leurs mesures à plusieurs reprises. Nous sommes très dépendants des conditions météorologiques. C'est toujours pareil sur le terrain, on n'a pas de prise sur les paramètres extérieurs. La fréquence ne peut pas descendre en dessous de 30 kHz et on ne peut pas scanner à travers les nuages. Nous essayons de nous adapter, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés à 4 heures ce matin. Ça nous a permis de commencer les mesures à l'aube, à l'heure où on a le plus de chances d'avoir une vue dégagée. À 4 km de distance, impossible de déterminer avec précision la forme du dôme de lave. Les chercheurs vont devoir se rendre sur la couronne du cratère. Mais la modélisation 3D du cône volcanique leur sera tout de même très utile. On obtient quand même une meilleure image du dôme et de la partie supérieure du volcan. Avec les données recueillies ici en une seule séance, je vais pouvoir élaborer des modèles numériques qui vont nous renseigner sur les origines des processus à l'œuvre dans le volcan. Et si on réussit à refaire un scan, peut-être dans un mois ou deux, on pourra comparer ce deuxième relevé au premier et observer les déformations survenues dans l'intervalle. À partir de là, on pourra à nouveau mieux cerner les sources qui alimentent l'activité du volcan. La rupture du flanc du volcan se prolonge loin dans la vallée où coule la rivière Gendol. En quelques années, le long d'une vieille faille tectonique, s'est creusé un véritable canyon de 250 mètres de profondeur.
Lors de violentes éruptions, des centaines de nuées ardentes, de bombes volcaniques et de coulées de boue ont violemment labouré cette zone, restée longtemps la plus dangereuse aux abords du Merapi. De nombreux ouvriers fréquentent au quotidien cette carrière naturelle. En cas d'éruption imprévue, c'est la mort assurée. La puissance du volcan a mis au jour pierres, terre et roches volcaniques, autant de matériaux de construction de valeur. La vallée de Gendol est bordée de ruines et de villages fantômes, qui ont été envahis en quelques années par une végétation luxuriante. Fin octobre 2010, les nuages incandescents qui ont balayé la vallée n'ont fait qu'effleurer ces maisons. Elles ont pourtant anéanti tout ce qui se trouvait sur leur passage, en surface. 26 villageois y ont trouvé la mort. Malgré l'instauration de vastes zones à accès réglementé, la vie reprend ses droits. Dans cet autre village, proche du cône volcanique, le géophysicien allemand Birger Gottfried Luhr a fait creuser un abri à 5 mètres de profondeur. Une protection très insuffisante en cas de nuées ardentes. Mais l'objectif est autre. En sous-sol, les vibrations dues à la circulation sur la route sont très atténuées, ce qui permet d'enregistrer les signaux venus des entrailles de la Terre au moyen d'un sismomètre à large bande. Il mesure ainsi les séismes jusqu'à plus de 600 km de profondeur. Grâce à un maillage de stations du même type dans toute la région, Birger Gottfried Luhr étudie la formation des tremblements de terre dans le sous-sol. La carte des phénomènes sismiques qu'il a pu établir recoupe celle de la zone de subduction régionale. En étudiant les variations minimes de la vitesse des ondes sismiques, les chercheurs ont pu reconstituer l'itinéraire emprunté par les différents matériaux liquides qui, en remontant, finissent par former le magma du Merapi. C'est principalement de l'eau provenant de la plaque en subduction qui s'infiltre vers les couches supérieures en traversant le manteau terrestre. La température y étant très élevée, il se produit des réactions chimiques entre eau et roche. Le magma, mélange de pierres brûlants et visqueux, ne se forme qu'à faible profondeur. Cette découverte va à l'encontre de ce que les scientifiques pensaient savoir concernant le fonctionnement des volcans. Nous voulions surtout étudier l'itinéraire suivi par le magma et son lieu de stockage. Nous avons tous en tête ce schéma des livres pour enfants avec une chambre magmatique de forme sphérique qui se trouve sous la Terre. Moi-même, en commençant mes travaux ici, je m'imaginais une grosse bulle à 4 ou 5 000 mètres de profondeur. Mais aucune trace de poche magmatique sphérique sous le Merapi, ni sous certains autres volcans. De quoi douter des thèses communément admises et mettre à mal les certitudes des scientifiques. Mais alors, où se cache le magma? Le volcanologue François Bauducel est lui aussi en quête du réservoir du Merapi, dans le cadre d'un projet de recherche à long terme. On a 45 stations actives qui vont nous permettre de visualiser, on espère, le stockage de ce magma. Et puis on installe également des stations au sommet du Merapi, plus près de la partie vraiment active, du cratère qui est derrière nous et où s'est produite cette éruption il y a 4 ans. Et on cherche à voir les processus de remontée du magma et tous les effets liés à cette remontée du magma depuis la chambre magmatique jusqu'à l'éruption.
La taille des poches de magma peut être un indice précieux pour anticiper la violence des futures éruptions. Pour les localiser, l'une des rares méthodes à disposition consiste à analyser ce qui ralentit la vitesse de propagation des séismes. En fait, l'intérêt, il est double. Pour nous, les chercheurs, c'est de mieux comprendre les processus sur ce type de volcan-là. Donc, c'est de la recherche fondamentale. C'est ça qui nous intéresse pour nos recherches. Et la contrepartie de la collaboration avec les Indonésiens, c'est de contribuer effectivement à la réduction des risques. C'est-à-dire que nos recherches et notre compréhension des phénomènes vont nous permettre de réduire les risques, c'est-à-dire de mieux prévoir les éruptions, de mieux comprendre les systèmes volcaniques et donc d'aider les Indonésiens à faire des évacuations et à sauver des vies. Bien que la recherche scientifique s'intéresse aux Merapi depuis plus de 70 ans, ces résultats ont très peu d'effet dans le quotidien des habitants de Java. Profondément religieux, ils sont nombreux à compter sur le pouvoir des bons esprits de la montagne pour les protéger. Mais il est impossible d'influer sur les éruptions volcaniques. Et sur ce point, au moins, la population locale est en accord avec la science. Des poteaux avec des caméras ont été installés tout autour du volcan pour le garder à l'œil. Thomas Walter a 2 nouvelles caméras à installer pour resserrer encore la surveillance. Mais il ne se risque pas à escalader le pylône de 40 mètres de haut et préfère confier cette tâche à un employé de l'Observatoire central qui n'a pas le vertige. Par temps clair, ces caméras contribuent à améliorer la prévention des catastrophes. Les chercheurs de Potsdam reçoivent les images instantanément. Nous étudions la possibilité d'exploiter ces données en temps réel. Cela nous permettrait de définir différentes catégories de phénomènes, pour distinguer une éruption d'un simple nuage, ou d'enregistrer les mouvements observables sur le dôme. Ces informations concrètes sur les déformations du volcan vont nous permettre de réaliser ensuite des analyses géophysiques. Les images enregistrées par les caméras montrent par exemple l'évolution des mouvements de lave dans le temps. En évaluant la quantité de lave charriée, il est possible de prévoir de futures ruptures du dôme. Mais cette surveillance vidéo pourrait avoir une autre utilité car elle couvre aussi les voies de communication telles que les ponts qui enjambent les vallées. Le dispositif pourrait permettre d'évaluer très vite le pouvoir destructeur des lahars, de redoutables coulées de boue d'origine volcanique. Ces lahars se forment brusquement, souvent lors des phases actives, lorsque les cendres volcaniques se mêlent à de fortes précipitations. La plupart du temps, l'alerte ne peut être donnée que quelques minutes avant la déferlante, dans le meilleur des cas. En cas d'éruption, ces lahars atteignent même le centre de Yogyakarta. La ville compte plus de 600 000 habitants, musulmans pour la plupart. Autrefois, seuls quelques-uns de ces quartiers périphériques étaient considérés comme des zones à risque. Évacuer Yogyakarta a tout d'une mission impossible. L'ancien palais royal et son université, Gadjah Mada, forment un centre intellectuel de premier plan en Indonésie. Mais la ville cumule la proximité du volcan et une implantation sur la zone sismique la plus active de Java. En 2006, plus de 5700 personnes ont perdu la vie dans la région lors d'un très puissant tremblement de terre. Une partie du Prambanan, le plus grand temple hindou du pays, s'est effondrée. À la suite du séisme,
l'éruption en cours du Merapi a triplé d'intensité. Pour leur expédition au bord du cratère, les scientifiques doivent donc aussi tenir compte du caractère imprévisible des phénomènes sismiques. Avant de partir, ils passent en revue tous les risques. Actuellement, tout semble calme. Nos instruments de mesure n'indiquent aucune anomalie. Mais tout peut changer en un laps de temps très court. Nous sommes aussi en contact avec l'Observatoire. C'est important, car ce qu'on appelle des précurseurs, des signes avant-coureurs alarmants, peuvent apparaître à très court terme. La situation évolue parfois en quelques heures, voire en quelques minutes. Il est donc important que nous soyons tenus au courant. C'est pourquoi nous resterons en contact radio avec l'Observatoire 24 heures sur 24 pendant toute l'expédition. C'est sur le versant nord du Merapi que part l'unique sentier permettant de gagner la zone du sommet. Les scientifiques vont d'abord devoir venir à bout d'une dénivellation de 1300 mètres avant d'atteindre le plateau où ils passeront la nuit. Ils ont engagé une douzaine de porteurs indonésiens qui transporteront l'équipement technique et les vivres. Ça, c'est lourd. Et celui-là, c'est le plus lourd. Le succès de l'expédition est incertain. L'équipe ne va pas seulement faire l'ascension d'un sommet de près de 3000 mètres. Elle va aussi se déplacer dans une zone très exposée en cas d'éruption explosive soudaine. Le temps, plutôt clément au départ, ne tarde pas à tourner, et une mer de nuages entoure le volcan. À partir de 2000 mètres d'altitude environ, la végétation devient rare. Les scientifiques, moins chargés que les porteurs, sont les premiers à passer sur la couronne d'un très ancien cratère. Il leur reste encore près de 1000 mètres à gravir. Avec le brouillard, impossible pour eux de discerner leur destination. L'épaisseur des nuages amortit aussi les sons, de sorte que si des rochers venaient à se décrocher, les bruits qui en résulteraient ne seraient guère perceptibles. Une demi-heure plus tard, le groupe des porteurs émerge à son tour de la brume. Cette petite station géologique installée au pied du sommet appartient à l'Observatoire central. Elle a été entièrement détruite lors de la dernière éruption. Non loin de là, s'étend le petit plateau de Pasar Boubra, recouvert de morceaux de roches volcaniques. Les chercheurs dressent ici leur camp de base. Pour une nuit, pas davantage. Un séjour prolongé serait risqué. Ils ont 10 heures de battement avant d'achever leur ascension de nuit par le versant nord. D'ici là, il est impératif que la météo s'améliore. Vous pouvez peut-être deviner derrière nous le versant très abrupt. Par là, ce sont d'anciens dômes du Merapi. L'endroit où nous nous trouvons est épargné depuis longtemps par les coulées de lave. Seules les éruptions très explosives parviennent jusqu'ici. Et elles sont rares. Nous sommes aussi séparés du sommet par de gros blocs rocheux qui peuvent nous protéger. Plus généralement, il est avéré que cette zone est assez sûre. Bien sûr,
Nous n'envisageons pas d'y séjourner durablement. J'ai discuté avec des Indonésiens. Ils viennent volontiers jusqu'ici, mais ils ne vont pas plus loin, sauf obligation. Demain, il va falloir en outre limiter au maximum le temps passé au sommet. Inspection du matériel au pied du sommet. Les volcanologues veulent envoyer un drone caméra, semblable à ceux du commerce, pour survoler le cratère. L'objectif est d'obtenir une vue à 360 degrés du dôme de lave qui fournira des informations précises sur son état et ses dimensions. Ici, cependant, la portance est réduite. Et il est difficile de prédire comment le minuscule aéronef réagira aux ascendances thermiques au-dessus du cratère. Dans ces conditions météo, le drone est inutilisable. La visibilité est très limitée et le vent souffle fort. Ça perturbe le vol du drone et ça complique son pilotage. Les scientifiques ont prévu un plan B. Un ballon à l'hélium qui a déjà rendu de fiers services lors d'expéditions au Chili et au Kamtchatka. Il peut lui aussi être muni de caméras. Par contre, les bouteilles de gaz sont trop lourdes pour être acheminées jusqu'au cratère. Le ballon est donc gonflé au camp de base. Les brusques changements de temps ne sont pas rares ici. Et les nuages se sont dissipés en toute discrétion. Le plateau de Pasar Boubra offre momentanément une vue bien dégagée jusqu'à ce que le crépuscule tombe en quelques minutes. Trois membres de l'expédition sont redescendus dans la vallée afin de ramasser du bois pour le feu. Malgré la proximité de l'équateur, la température peut brutalement tomber à 5 degrés. Le départ est prévu pour le milieu de la nuit. Ainsi, l'équipe pourra commencer ses observations avant le lever du jour. À 2h07, les instruments sismiques de la station d'observation de Jraka signalent une activité inhabituelle aux abords du plateau de Pasar Boubra. L'alerte est de courte durée. Les vibrations ont sans doute été déclenchées par une présence humaine à proximité de la station géologique. Et pour cause, les membres de l'expédition entament leur ascension. C'est la partie du chemin la plus ardue qui les attend. Ils progressent sur un éboulis de blocs de lave refroidis. La déclivité est forte. Les grimpeurs doivent rester groupés afin d'éviter tout accident en cas d'éboulement. Mais le petit groupe qui transporte le ballon a du mal à suivre. L'engin est léger, mais très volumineux. Son remorquage le long de cette pente abrupte est éprouvant. Après une bonne heure de marche, les membres de l'expédition sont récompensés de leurs efforts. Au sud, les lumières de Yogyakarta brillent dans la nuit. Ils ne tardent pas à atteindre le bord du cratère. Les conditions sont très favorables. La vue est bien dégagée. Derrière moi, le jour commence à se lever. Le soleil va petit à petit faire son apparition et sera là d'ici une demi-heure, à mon avis. On voit Yogyakarta en contrebas. C'est incroyable de voir cette mer de lumière autour de la montagne. Toute la région est habitée. Les conditions sont très favorables pour nos mesures. Le vent est faible, mais il souffle un peu trop au nord. Dans l'idéal, il faudrait qu'il tourne. Comme ça, on pourrait laisser le ballon flotter au-dessus du cratère.
Le spécialiste des mesures infrarouges doit se mettre au travail avant le lever du soleil, sans quoi les données risquent d'être inutilisables, faussées par la chaleur de la lumière du jour. Il réalise une centaine de clichés. Une fois assemblés, ces derniers fournissent une représentation très fine des différences de température sur le dôme. On voit nettement la faille apparue récemment, qui laisse pénétrer l'eau de pluie et peut entraîner de dangereuses explosions gazeuses. Si la surface est relativement froide, tout le reste du dôme est parcouru de zones incandescentes. Dans la lumière de l'aube, le cratère apparaît dans toute sa majesté. 400 mètres de diamètre, dont la moitié pour le seul dôme de lave, qui se dresse à 80 mètres environ au-dessus du fond du cratère. Un mélange composé essentiellement de vapeur d'eau et de soufre se presse vers l'air libre par la faille, après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans les profondeurs. Le soleil se lève lorsque les chercheurs commencent leurs observations de terrain sur la couronne étroite. Il est impensable de descendre dans le cratère proprement dit, car rien ne garantit la stabilité du dôme de lave. Voici le moment que tout le monde attendait. Le scanner est en place. Il va enregistrer un nuage de quelques 5 millions de points en stockant leurs coordonnées précises. Ce type de mesure à très haute résolution est une première pour la partie supérieure d'un cratère de volcan. Les chercheurs sont particulièrement intéressés par les structures du dôme de lave. Y a-t-il des zones d'instabilité dans le bouchon? Des signes annonciateurs de nouvelles ruptures? À première vue, les résultats fournis par le scanner semblent exploitables. Ils permettent une vue très précise dans la faille, jusqu'à 40 mètres de profondeur environ. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir revenir avec le scanner tous les 6 mois ou tous les ans, en fonction de l'activité du volcan et de l'évolution du dôme. Mais avec cette première séance de mesure, nous allons déjà réunir énormément de données. Nous allons pouvoir en déduire l'orientation, la profondeur et la position des fissures ou des structures. Ça nous permettra de déterminer quelles sont les parties potentiellement plus instables et de prévoir si une fissure va continuer à s'élargir et dans quelle direction. On va pouvoir le lâcher. Lâche, lâche! Un vent vivifiant souffle à près de 40 km/h. Le ballon à l'hélium est doublé d'un cerf-volant, ce qui devrait lui permettre de rester à hauteur constante malgré les bourrasques. En théorie, du moins. Les caméras fixées sur l'aile doivent filmer d'en haut l'intérieur du cratère. Mais le vent entraîne le ballon dans la mauvaise direction. Et il est bien difficile de le contrôler depuis le sol. En outre, la visibilité s'est dégradée. Après plus d'un millier de clichés épars, les images sont enfin concluantes. C'est la première vue d'ensemble du cratère depuis l'apparition de la faille dans le dôme de lave. Associés au relevé du scanner et aux mesures infrarouges, ces clichés vont offrir aux scientifiques un panorama complet du dôme. On connaît et on comprend plutôt bien la croissance des dômes de lave. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ces structures s'effondrent. Selon la théorie dominante, un dôme est constitué par l'accumulation de magma visqueux.
Avec l'apport de magma frais, ces flancs vont monter très haut et finir par se rompre. Le cas du Merapi est intéressant parce qu'il nous montre qu'en réalité, les choses sont plus compliquées. On sait par exemple que d'autres événements peuvent provoquer la rupture d'un dôme, des changements météorologiques, de fortes précipitations ou un séisme tectonique. C'est d'ailleurs tout le problème de ce type de dôme. Il est impossible d'anticiper un lien de cause à effet entre un séisme, l'effondrement du dôme et une coulée pyroclastique, puisque le tremblement de terre de départ est imprévisible. Il faut intensifier nos recherches sur ce point pour apprécier ce type d'effet corrélé en amont. À la mi-journée, les scientifiques font redescendre le ballon. Voilà déjà 12 heures qu'ils sont actifs. Ils espèrent regagner la vallée en fin d'après-midi. Tout s'est bien passé. Nous avons nos données, c'est le principal. Le vent a fraîchi et le ballon cerf-volant s'est révélé difficile à maîtriser. Nous y sommes arrivés, mais nous avons eu beaucoup de mal à le ramener au sol. Le drone est complémentaire du ballon cerf-volant. Le ballon est plus stable en vol quand le vent souffle fort, alors qu'un drone atteint ses limites quand le vent dépasse les 28 km/h. On est bien au-dessus aujourd'hui. On aurait perdu l'appareil. C'est pourquoi on a renoncé à l'utiliser. Il faudra des mois pour exploiter l'intégralité des données. Mais les premières analyses effectuées à Potsdam indiquent que l'expédition est un succès. Cette partie-là, si c'est vraiment un petit cratère et que l'instabilité est due à cette faille, ça veut dire qu'une partie du dôme est abîmée. La vallée est sur la gauche en contrebas. C'est ça. Et là, on a... Une partie qui a glissé ou qui s'est détachée. Oui, ce qu'on voit là, à mon avis... C'est un trou, je dirais. Cette partie sombre, c'est peut-être un cratère d'explosion. Je crois que c'est un cratère. Oui, je suis d'accord. On voit qu'il n'y a pas de matériaux accumulés. Si ce n'était qu'un effondrement latéral, on aurait une accumulation. Apparemment, tout a été balayé. Je penche aussi pour une explosion. On n'avait encore jamais eu la chance de pouvoir observer un dôme en si haute résolution. À ma connaissance, ça n'a été fait nulle part ailleurs dans le monde. Ces données sont précieuses, car elles ont été recueillies peu de temps après une éruption importante et sans doute peu de temps avant la suivante. Ça a l'air d'être une structure instable. Il faut regarder dans les relevés infrarouges s'il y a des modulations de température. Ça indiquerait la présence d'une zone de faiblesse. Oui, c'est le point le plus chaud qu'on ait mesuré sur le terrain. Cette tache blanche ici correspond à une température très élevée. J'ai enregistré environ 150 degrés au moment des relevés. Cette température élevée a été mesurée précisément là où nous pensons qu'une fracture s'est produite. Ce qui est très intéressant, c'est que le dôme proprement dit est froid. C'est un dôme froid qui forme un bouchon au sommet du cratère. Et il risque bien sûr d'exploser lors d'une prochaine éruption. Les recherches ne permettent pas seulement d'explorer les zones les plus dangereuses du volcan. Elles montrent clairement que la surveillance du dôme de lave joue un grand rôle dans l'évaluation des risques. Il reste encore quelques questions sans réponse. Quel volume de magma se cache dans les profondeurs du Merapi? Et quel danger représente le volcan pour l'avenir? Seuls des gaz et de la vapeur d'eau venus des couches très profondes parviennent jusqu'à la surface. Ce n'est pas très concluant. La chambre magmatique que les scientifiques ont longtemps cherchée sous le Merapi est décidément introuvable. Et les résultats des mesures de terrain laissent plutôt supposer une anomalie criante dans la croûte terrestre.
Une expérience a été menée à grande échelle. On a construit 120 stations dans le centre de Java et mesuré les ondes sismiques consécutives au tremblement de terre. Le résultat nous a surpris. Nos analyses indiquent qu'il existe une zone dans la croûte terrestre à travers laquelle les ondes sismiques progressent à une vitesse extrêmement réduite. Or, ce n'est pas du tout normal. Ça correspond à toutes les parties en rouge, ici. La surface couvre tout le centre de Java et correspond à un volume de 50 000 km3 environ. C'est le plus vaste réservoir magmatique jamais localisé. Une zone gigantesque qui plonge à 40 km en profondeur. Tout autour, on trouve une série de volcans, dont le Merapi. C'en est fini de la représentation classique des chambres magmatiques. Ici, il ne s'agit pas d'une poche, mais de fluides en ascension qui liquéfient la roche et conduisent à la formation de strates dans la croûte. Un système similaire a été détecté sous d'autres volcans. On ne sait pas encore si la zone d'anomalie s'agrandit ou diminue. Il faudrait mener d'autres recherches. Grâce à des études réalisées au Kamtchatka, on sait que ces anomalies évoluent en corrélation avec les éruptions. Elles diminuent après une éruption, puis elles semblent se reconstituer et remonter en puissance jusqu'à l'éruption suivante. C'est une énigme encore insoluble pour la science. Ici, à Java, il suffit de baisser les yeux pour constater que le sous-sol est bouillonnant. Les fumerolles et les mares de boue sont autant de preuves tangibles du danger présent en profondeur. On cite toujours l'exemple de Yellowstone, mais en Amérique du Sud, il y a aussi de grands réservoirs magmatiques de ce type en sous-sol. Cela dit, le volume qu'on a observé sous le Merapi est encore bien supérieur. Le Merapi est-il en passe de se transformer en supervolcan, dont l'éruption pourrait avoir des conséquences dévastatrices à l'échelle planétaire? Les spécialistes ne se risquent pas sur ce terrain-là. Est-ce que le Merapi pourrait devenir un supervolcan à long terme? On ne le sait pas, puisque justement on n'a pas encore bien compris les différents processus entre les volcans actifs qu'on a l'habitude de voir dans la période historique ou même un peu plus ancienne, et puis ces supervolcans pour lesquels on a assez peu d'informations sur les tailles de chambres magmatiques. On sait qu'elles sont gigantesques et sur les processus. Voilà des générations que l'homme est installé au pied du Merapi, où il pratique la culture et l'élevage. Autrefois, il fallait connaître les esprits pour comprendre la montagne de feu. Les habitants avaient passé un pacte avec eux pour que le volcan les épargne. Ils s'accommodent toujours et sans état d'âme du risque quotidien qu'ils encourent. Trois récoltes dans l'année, un climat agréable, sans oublier la présence des tombes de leurs ancêtres. Beaucoup d'habitants de Java voient surtout les avantages de cette coexistence avec le volcan. Moi-même, je suis ici en tant que scientifique. Nous avons une éthique. Je ne vais pas me mettre à la fenêtre pour hurler à la cantonade « Partez d'ici ». On a mis en place une chaîne d'information, un mécanisme d'alerte, mais je ne vais pas bouleverser les esprits et les figures mystiques qui sont devenus les références locales au fil des siècles si je n'ai pas mieux à offrir. Les scientifiques doivent aussi convaincre. Et ici, on constate des progrès dans ce sens. Notre discours est de plus en plus écouté et pris en compte. Le système d'alerte a permis de sauver des centaines de milliers de personnes des nuées ardentes après la dernière grande éruption. Depuis, le travail des chercheurs gagne sans cesse en reconnaissance.
À l'Observatoire volcanologique central, les scientifiques échangent avec les experts en prévention des catastrophes. Les chercheurs en géosciences de Potsdam diffusent également leurs résultats après chaque expédition. Une mosaïque d'observations complémentaires qui contribue à une meilleure compréhension de la montagne et de ses dangers. Les nouvelles techniques, telles que les scanners tridimensionnels, pourraient être employées plus régulièrement à l'avenir, en vue de mieux anticiper le danger lié aux explosions gazeuses et aux coulées pyroclastiques. Cette collaboration avec des spécialistes étrangers est très importante, aussi bien en temps normal qu'en temps de crise. Pour moi et pour nous tous ici, il est encore très difficile de prévoir de manière efficace les activités du Merapi. Il n'est pas exclu que le Merapi connaisse un jour une violente éruption aux conséquences d'envergure planétaire. Mais malgré des recherches intensives, il est aujourd'hui impossible de prédire l'avenir du volcan. La montagne de feu sait garder ses secrets.